Merci à vous. Nous accueillons donc Monsieur Gérard Larcher. Monsieur Gérard Larcher qui vient d'être réélu à la présidence du Sénat et qui nous fait l'honneur de sa présence pour conclure cette séquence Territoires unis. Madame la présidente de la région Île-de-France, chère Valérie Pécresse, qui nous accueille ici au nouveau siège de la région Île-de-France, un siège qu'elle a choisi, voulu, qui faisait partie de ses engagements, une manière d'affirmer la diversité aussi de cette région Île-de-France. Saluer le président de Région de France, cher Renaud Muselier, y associer son prédécesseur Hervé Morin, de saluer Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, de saluer bien sûr le président de l'Association des départements de France, cher Dominique Bussereau, de saluer le président de l'Association des maires de France, cher François Barzouin. On se retrouve tous les lundis en ce moment. De saluer l'ensemble de nos collègues présidentes et présidents de régions, de collectivités, de métropoles et d'outre-mer. De saluer mes collègues parlementaires et particulièrement le président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale, de vous saluer mes chers collègues élus, et vous, mesdames et messieurs. Je ne peux m'exprimer devant ce congrès des régions de France sans évoquer, comme l'ont fait Renaud Muselier, Dominique Bussereau, François Barouin, Hervé Morin, le terrible assassinat dont a été victime Samuel Paty, enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, notre département, Valérie Pécresse et moi-même. Je veux le dire avec gravité, la République est en danger comme elle l'a rarement été. Oui, en danger de nos reculs, de nos renoncements, de notre incapacité à nommer. Oui, en danger par notre absence de courage collectif qui nous conduit à ce drame. J'entends que nous sommes soumis ou que nous serions à un tournant. Quel est donc ce tournant? Tuer les enfants à Toulouse, n'était-ce pas un tournant? Assassiner des journalistes, n'était-ce pas un tournant? Égorger un prêtre dans son église, tuer un policier et sa conjointe à Magnanville, dans les Yvelines, encore une fois. À chaque fois, on a dit, entendu, que c'était un tournant. En fait, de tournant en tournant, est-ce que nous ne tournons pas sur nous-mêmes? Nous avons été Charlie, nous nous sommes rassemblés pour clamer notre indignation, nous avons échangé la promesse que plus rien ne serait comme avant, que la République réagirait avec détermination. Et pourtant, le présent ressemble tellement à ce passé. Là encore, déclaration, mobilisation, engagement. Nous demandions alors un continuum de sécurité et nous avons en fait un continuum de terrorisme. Nous avons demandé la poursuite systématique des prédicateurs de haine, la fermeture de lieux de culte ou d'associations à caractère salafiste, la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. En fait, nous avons demandé, et les rapports parlementaires l'attestent, tout au long de ces années, une réaction concrète de la République. Une certaine bien-pensance me semble avoir paralysé l'action publique. Ce que nous voulons, c'est la laïcité pleine et entière, à l'école, mais aussi partout. Ce que nous voulons, c'est l'état de droit partout
et pour tous. Ce sont les mots qui arment les terroristes. Ayons bien à l'esprit les mots de Richard Malka à l'ouverture du procès de Charlie Hebdo au début du mois dernier. Et je le cite, « Au commencement, il y a toujours le verbe. Maintenant, plus que jamais, nous ne devons pas nous limiter aux seules déclarations, à des conseils de défense. Il faut agir, et il est déjà tard. » Ce 16e congrès, mes chers collègues, s'ouvre donc dans des circonstances particulières, après ce drame que nous venons d'évoquer. Une circonstance particulière aussi que cette crise sanitaire qui bouleverse nos organisations et nos relations humaines. Et merci d'avoir maintenu ce congrès. Merci aussi à Public Sénat de le transmettre, de le diffuser et de le faire partager. Nous vivons une époque singulière qu'il nous faut aborder avec la ferme volonté de nous projeter dans l'avenir. Nous le devons à la jeunesse de notre pays, et c'est ce qu'évoque le titre de ce congrès, les régions QG de la reconstruction. Reconstruction, un mot fort, qui en dit beaucoup sur la violence de la crise économique, dont nous mesurons chaque jour un peu plus les effets qui peuvent être durables et profonds. Je veux saluer Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, pour les décisions fortes et rapides prises en toute indépendance dans ce contexte si particulier. Le soutien des autorités monétaires, complété par des politiques budgétaires exceptionnelles, me semble avoir été décisif pour aider les économies européennes à affronter cette crise d'une nature et d'une ampleur inédite. Et comme Christine Lagarde le sait, je fus parfois interrogatif sur l'Europe, mais je dois saluer, notamment sous son impulsion, mais aussi sous l'impulsion du couple franco-allemand, sous l'impulsion de la présidente de la Commission pour l'Union européenne, les décisions qui ont été prises. La crise du coronavirus, avec ses conséquences sanitaires, économiques, sociales et sociétales, a confirmé la place essentielle des collectivités territoriales dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Elle a consacré leur réactivité, leur agilité, leur capacité à travailler en réseau grâce à leur connaissance fine du territoire. Et en matière de réactivité et d'agilité, comment ne pas évoquer la fin mars, le mois d'avril et le mois de mai. Aujourd'hui, les régions, comme l'ensemble des collectivités territoriales, sont bien au cœur de la relance des secteurs économiques les plus touchés. Les régions agissent en soutien des entreprises de leur territoire, et cela depuis les premiers jours de la crise. Sur le modèle du Fonds Résilience, initié dans le Grand Est par le président Rotner, beaucoup d'entre vous avaient proposé des solutions de financement aux acteurs économiques les plus vulnérables. Et les régions agissent avec d'autant plus d'efficacité et de force qu'elles le font, et le président Bussereau l'a rappelé, en synergie avec les départements, mais aussi, cher François Baroin, avec les communes et les intercommunalités. C'est pour moi la première leçon de cette crise qui doit nous inciter sans attendre à donner de nouvelles marges de manœuvre aux collectivités territoriales. La capacité des collectivités de tout niveau à se coordonner lorsque la situation l'exige autour d'un chef de file. Les régions portent également un fort investissement direct en agissant sur les infrastructures. Je pense à la question, par exemple, des transports et de la mobilité, tout comme le bloc communal, qui représente à lui seul 60% de l'investissement des collectivités territoriales, qui est en capacité de lancer rapidement de nouveaux projets structurants, et ça va être le cas pour le nouveau mandat municipal. Et les collectivités sont les mieux à même de porter les investissements qui intègrent les priorités de transition écologique. Car plus proches des citoyens, elles sauront
mieux faire partager en amont les enjeux et les objectifs. Oui, je crois profondément à ce que j'appelle l'écologie de la proximité, celle d'en bas, fondée sur le bon sens, aux antipodes d'une écologie punitive et au rôle déterminant des collectivités en la matière, dès lors qu'elles agissent de leur propre initiative et avec l'espace de liberté indispensable. Je prendrai pour exemple la mise en place par la région Île-de-France, chère Valérie Pécresse, de sa propre conférence sur le climat. Une COP qui s'est tenue ici même, mi-septembre, et fait émerger 192 idées pour une région durable, dans le cadre de l'acte 2 du plan de relance pour la reconstruction écologique. Parmi celles-ci, des aéroports zéro carbone, le développement de la télémédecine, la renaturation des berges, la consigne de verre pour réemploi. D'autres régions l'ont fait. J'ai le souvenir de la COP d'avance en région sud, tout particulièrement. C'est la deuxième leçon. Les collectivités peuvent faire encore plus et mieux si l'État cesse de brider leurs initiatives, s'il les laisse exercer la plénitude des compétences qui leur ont été transférées par la loi. La capacité des collectivités à innover, qui ne s'est jamais démentie durant la crise, me paraît être un argument de poids pour exiger plus de différenciation dans le fonctionnement des pouvoirs publics locaux. La leçon de la crise actuelle, c'est que nous ne pouvons plus différer la réforme d'une nouvelle génération de la décentralisation. Je plaide, vous le savez, depuis longtemps, avec les présidents des maires de France, des départements de France, des régions de France, pour inverser le logiciel de décision, pour passer enfin à une logique ascendante. Et le film du début de notre après-midi me démontre d'ailleurs de manière un peu cruelle que l'incubation en matière de décentralisation prend vraiment un certain temps. J'ai remis, au nom du Sénat, au président de la République au début du mois de juillet, dans le cadre de la réflexion qu'il souhaitait pour bâtir la France d'après, 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales, rédigées par un groupe de travail qui a rassemblé l'ensemble des groupes politiques du Sénat, notamment au travers de leurs présidents. Ces 50 propositions ne sont pas qu'une contribution intellectuelle. Elles ont depuis été traduites dans 3 propositions de loi, constitutionnelles, organiques et ordinaires, et, hasard du calendrier parlementaire, l'examen de la première proposition de loi débutera demain, 20 octobre, au Sénat. C'est le socle de travail que je propose à l'exécutif, car enfin, il faut passer des paroles aux actes. Les propositions de loi Sénat visent tout d'abord à donner aux collectivités plus de capacité à agir. Et nous rejoignons en cela l'ensemble des pistes d'action de Territoires Unis. Je n'oublie pas que c'est à Marseille que Territoires Unis a été construit et a construit une dynamique particulière. J'évoquais, mes chers collègues, avec vous il y a un an, c'était avant le début de la crise sanitaire, la gouvernance des agences régionales de santé. Nous devons maintenant tirer les leçons de ce qui s'est passé au printemps dernier, cher François Baroin. Nous proposons donc de confier la présidence du conseil de surveillance de l'ARS au président de région. Et pour décliner la stratégie et les décisions de l'Agence régionale de santé, nous souhaitons que les élus locaux, les départements, les communes soient associés par la mise en place de conférences départementales de santé, avec de vrais pouvoirs d'analyse et de décision. Il en va de même, cher président Bussereau, pour le médico-social, dont la tutelle doit être exercée par un seul tuteur, le conseil départemental. D'autres propositions ont trait aux régions en matière d'emploi, notamment pour leur confier le pilotage de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, ou en matière d'environnement, pour une partie des services qui relèvent aujourd'hui de l'ADEME,
sur la rénovation énergétique des bâtiments. Il leur est par ailleurs proposé de consacrer le comité État-région, d'en faire le lieu de conception et de copilotage de grandes politiques publiques et le lieu suivi des politiques contractuelles entre État et région. Ce peut être ainsi l'occasion de créer le meilleur dispositif pour piloter une réponse coordonnée. Les propositions du Sénat visent également à plus de différenciation pour les collectivités territoriales, en permettant de confier des compétences distinctes à des collectivités territoriales d'une même catégorie. Nous allons plus loin sur ce point, sur le projet de loi gouvernemental qui sera examiné en première lecture, parce que c'est la Constitution, au Sénat à partir du 2 novembre prochain, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 semaines. Aujourd'hui, le projet de loi ne va pas jusqu'à inscrire le principe de différenciation dans la Constitution. J'espère que nous saurons trouver collectivement, entre exécutif et Parlement, le point d'équilibre entre les deux textes. Les propositions du Sénat ont enfin pour objet de garantir l'autonomie financière des collectivités. J'entendais les 3 présidents évoquer le sujet. Si on ne modifie pas l'article 72 de la Constitution pour inscrire le principe qui décide paie, il y aura en permanence la tentation de la recentralisation, de la reconcentration et au fond de remplacer l'ensemble de la fiscalité locale par des dotations. Ça n'est pas notre tradition. Nous ne vivons pas la même réalité que nos amis allemands et je dois dire que protéger les ressources financières, garantir les marges d'action fiscale, c'est préserver la capacité d'action des collectivités locales. Il y aura là, je n'en doute pas, un débat qui dépasse d'ailleurs le rapport entre cette majorité et les propositions du Sénat. C'est un débat assez éternel, mais dont il faudra bien un jour sortir, et c'est notre ambition d'en sortir. Il y a 2 ans, les présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements des régions, je le rappelais, ont décidé de faire entendre leur voix ensemble. Cette initiative, Territoires unis, au fond, a réaffirmé le principe d'une République décentralisée inscrit à l'article 1 de notre Constitution. Je voyais Jean-Pierre Raffarin, je pensais à Jacques Chirac. Eh bien, qu'avons-nous fait de cette réforme de la Constitution aujourd'hui? C'est bien ce à quoi nous voulons aujourd'hui procéder à un examen approfondi. Cette attente, mes chers collègues, n'est pas antinomique d'un État plus fort et qui soit même plus présent à l'échelle locale. Car l'État doit renouer le fil de la proximité avec les citoyens. Et cela passe par une meilleure déconcentration de son organisation. Il y a 1 an, lors de votre précédent congrès, j'avais souhaité que l'État central fasse davantage confiance d'abord à l'État local. Le bien fondé de cette proposition, me semble, est apparu pleinement avec le rôle déterminant, d'ailleurs, du couple préfet, élu local, y compris pendant la crise et la gestion du premier déconfinement. La méthode de gouvernance souhaitée par Territoires unis trouve aujourd'hui une forme d'aboutissement dans l'approche territoriale du plan de relance, qui doit associer à l'État, avec le concours des fonds européens structurels, l'ensemble des échelons des collectivités locales. Et puisque vous recevrez le Premier ministre tout à l'heure, et que je devrais, pardonnez-moi, ne m'en voulez pas, partir assez tôt, car je dois présider, vous comprendrez pourquoi, dans les circonstances, la première séance du Sénat de la semaine cet après-midi, j'ai dit au Premier ministre, c'était au début de septembre, que s'il n'y a pas une déconcentration des crédits du plan de relance au niveau des territoires, dans une relation d'ailleurs, pas simplement avec les élus, mais aussi avec les entreprises, eh bien, je fais le malheureux pari que dans 1 an, nous n'aurons pas consommé 50% des crédits du plan de relance et que l'objectif de choc de relance n'aura pas été atteint. Les fractures très profondes que traverse notre pays sont aggravées, bien sûr, par cette crise. Elle nourrit aussi une forme de désespérance. Chaque jour, nous voyons grandir un sentiment de lassitude d'une France qui se perçoit de façon croissante comme à côté de la République. Il y a même une partie d'entre elles
qui a la tentation d'aller contre la République. Ces fractures ne pourront être réduites qu'en puisant dans la force des territoires. Voilà pourquoi nous proposons le socle de ce qui peut être la nouvelle génération de la décentralisation, et nous proposons d'oser le pari de la confiance envers les territoires. Et je le dis clairement, je n'accepterai pas qu'on nous fasse le coup du calendrier de report en report. C'est pour moi une urgence pour redresser le pays, pour redonner confiance et rebâtir la proximité. Mes chers collègues, avant de conclure, je ne pouvais pas m'exprimer comme président du Sénat sans évoquer la question de la date des élections départementales et régionales. Sur ce point, j'ai une position assez constante. Soit les Français peuvent travailler, se déplacer, dîner au restaurant, aller au cinéma et se réunir librement, certes, avec des précautions sanitaires et une discipline stricte, alors ils peuvent aller voter, parce que c'est ça, la démocratie. Soit la crise sanitaire exige des restrictions majeures et durables, alors le gouvernement devra prendre les décisions qui s'imposent, comme cela a été le cas pour le deuxième tour de l'élection municipale, après d'ailleurs un débat au Parlement. Et cela doit être fait, je le dis, dans la clarté, sans faux prétexte, et je vous le dis tout de suite, nous serons sur ce point extrêmement vigilants. Je vous remercie de votre attention.